7h43, nous sommes aujourd'hui en compagnie de René Laporte et de Jean-Pierre Poulain pour parler de... Un farouche cochon sanglier, et à toutes les marinades les plus subtiles. Ça, c'est de la bonne viande. Deux superbes chevreuils, à l'œil doux, dont la chair a tous les parfums de la forêt d'égout. C'est du congelé, ça? Et alors? Quand il faut, je suis pour le progrès. Ça, c'est de la bonne viande. Voilà, vous aurez reconnu bien sûr l'extrait de La Grande Bouffe. Et oui, donc ça y est, l'entreprise française Spanghero, prise dans le scandale de la viande de cheval faussement étiquetée bœuf, peut donc reprendre ses activités partiellement. La dépêche du midi de ce jour titre Spanghero soulagé mais pas rassuré. À l'effet, le gouvernement lui a redonné hier son agrément sanitaire après enquête sur 80% des stocks de viande, et le rapport d'enquête complet sera rendu vendredi 22 février. Et au-delà de cette fraude, bien sûr, le débat est ouvert désormais sur la traçabilité mondiale et l'industrialisation de la viande, parce que voilà qu'on apprend que le numéro 1 de l'agroalimentaire Nestlé est touché à son tour par le scandale européen de la viande de cheval et a annoncé qu'il retirait de la vente en Espagne et en Italie des plats de pâtes présentés comme cuisinés au bœuf. Le géant allemand de la distribution Lidl avait lui annoncé avoir retiré de la viande en Suède, en Finlande, au Danemark, en Belgique, des plats de bœuf qui contenaient de la viande de cheval, le jour où Paris levait les sanctions imposées à la société Spanghero au cœur du scandale. Voilà. Et puis, alors, par ailleurs, il y a notamment chez Nestlé des plats de lasagne congelés destinés aux industriels de la restauration, lasagne à la bolognaise qui vont être retirés de la vente, ainsi que les buitoni, bif ravioli et bif tortellini. Voilà, nous sommes donc en pleine crise de confiance sans doute des consommateurs. La Commission européenne a annoncé qu'elle autoriserait la réintroduction de farines animales pour les élevages de poissons. Par ailleurs, une déclaration qui tombe sans doute à un très mauvais moment, les farines animales rappelant en effet les scandales sanitaires des années 80. Alors comment peut-on mieux contrôler l'industrie agroalimentaire et ses filières en Europe? Doit-on revoir nos modes de consommation? Certains disent qu'il faut même manger moins de viande. Quel est votre avis, René Laporte? Je rappelle que vous êtes auteur avec Pascal Minsan de La viande voie rouge chez Fayard en 2012 et que vous êtes ingénieur agronome, spécialiste du commerce et de l'industrie du bétail. Bonjour. Bonjour à vous. Vous me posez la question, est-ce qu'il faut manger moins de viande? Je pense que c'est pas le scandale d'aujourd'hui qui doit conduire à manger moins de viande. Il faut effectivement faire l'analyse de ce qui vient de se passer. Bon, il y a une énorme tromperie sur la qualité substantielle d'un produit, c'est-à-dire qu'on vous dit que c'est de la viande de bœuf alors que c'est de la viande de cheval, et là c'est une tromperie. Il n'y a pas de problème sanitaire derrière, mais ça révèle un manque de contrôle des matières premières qui sont utilisées par l'industrie des plats cuisinés. Et je crois que le bilan qu'il faut faire, c'est la façon dont travaille cette industrie, comment elle s'est implantée, parce que vous revenez 50 ans en arrière, il n'y avait pas d'industrie des plats cuisinés. Pourquoi? Parce qu'on faisait très peu de produits surgelés, et qu'en fait, les plats cuisinés reposent sur des produits surgelés, c'est-à-dire qu'on prend un certain nombre de matières premières, de la viande, c'est sûr, mais il faudrait aussi s'intéresser, par exemple, aux farines qui sont utilisées. On pourrait s'intéresser aussi aux matières grasses qui sont utilisées. Est-ce que c'est de la margarine, du beurre? Est-ce que c'est de l'huile de palme? Tout ça reste très flou, et donc il y a un énorme problème de contrôle de la matière première utilisée par ces industries. Et Comigel qui dit c'est pas ma faute, je suis désolé, quand on est un professionnel de la viande, qu'on traite 17 000 tonnes de viande et de plats cuisinés, ne pas contrôler la matière première qu'on utilise, ne pas vérifier que ce qu'on vous livre correspond bien à ce que vous voulez. Mais il y a pourtant des petits numéros, on avait des reportages partout à la télévision, dans la presse écrite, où on voit ces petits numéros qui disent que tel petit numéro veut dire viande de cheval, tel petit numéro veut dire viande de bœuf, tel petit numéro veut dire poisson, enfin voilà, donc... C'est la raison pour laquelle je vous dis, Comigel a commis une négligence. Il a peut-être pas fraudé. Vous êtes prudent là, en disant négligence. Oui, voilà, vous serez d'ailleurs. Je dois être prudent. Je ne suis ni juge, ni enquêteur. Mais je dis, il y a au moins une négligence, c'est que quand je reçois un camion de 20 tonnes de viande que j'ai commandé pour faire des lasagnes, revenons au sujet, que j'ai demandé de la viande de bœuf, que normalement j'ai précisé quelle était la qualité de cette viande, c'est-à-dire quel est le pourcentage de maigre, quel est le pourcentage de gras, parce que ça, les professionnels, entre eux, le savent, et on sait donner un certain nombre d'éléments et d'éléments de qualité qu'on exige. Et puis c'est de l'économie aussi. Hein, que Comigène ne l'ait pas vérifié, c'est très grave. Bon, deuxièmement, vous avez raison. Tous les éléments sur les papiers, sur les documents, existent, et un simple contrôle visuel des documents, à mon avis, permettait déjà de détecter que le produit qui était livré n'était pas du bœuf.
Je voudrais qu'on donne la parole, il est en direct de nos amis de France Bleu Toulouse à Jean-Pierre Poulain. Bonjour Jean-Pierre Poulain. Bonjour. Vous êtes donc duplex depuis Toulouse, sociologue de l'alimentation et notamment auteur de très nombreuses recherches portant sur la sociologie, l'anthropologie de l'alimentation et le directeur d'un formidable dictionnaire des cultures alimentaires aux presses universitaires de France. Depuis Toulouse, comment vit-on l'affaire? Parce qu'on oublie tout de même, après tout, que Spanghero a une forte valeur ajoutée, une tradition, après tout, oui, qui fleurbon le terroir. Il était important, tout de même, que dans cette affaire-là, il y ait une branche de la maison Spanghero qui puisse recommencer à produire le cassoulet, le confit que l'on achète en nombre, notamment à Toulouse, par exemple, Jean-Pierre Poulain. Oui, bien sûr, Spanghero, c'est pas que des lasagnes, c'est une grande entreprise. Et c'est des personnalités qui ont marqué le rugby local, l'économie locale, mais même, on oublie la personnalité qui a présidé les filières viande au moment de turbulence de la vache folle. Et donc il y a une espèce de situation un peu curieuse où la famille Spanghero n'est plus aux manettes et où aujourd'hui le scandale les frappe de plein fouet. Donc on a une configuration un peu particulière là. Je voudrais m'élever un petit peu, prendre un peu de distance par rapport à tout ça. On a ici sans doute une crise qui résulte en partie de l'hypertrophie de la problématique sanitaire autour de l'alimentation. Si on se projette une cinquantaine d'années en arrière, le contrôle des fraudes distinguait deux choses, la dimension sanitaire et puis la fraude elle-même. Et moi j'ai connu l'époque où les services étaient très concentrés sur la truffe, sur le foie gras, parce qu'il y avait effectivement des fraudes, de la truffe chinoise ou espagnole qui venait se mêler à de la truffe du Périgord. On avait des méthodes pour faire du foie gras qui, avec 10 kilos, on en faisait 11 ou 12. Et là, il y avait une approche qui consistait véritablement à regarder la nature du produit avec de l'approche histologique. Aujourd'hui, les méthodes génétiques ont permis des progrès considérables. Mais l'arrivée des crises alimentaires a focalisé l'ensemble des acteurs de la filière sur la dimension sanitaire, sur le risque sanitaire. Et on voit bien que ici, c'est quelque chose sur lequel des progrès considérables ont été faits. Et puis, on a oublié que manger, c'était aussi un acte qui avait une dimension symbolique. Ce qui nous émeut beaucoup dans la question du cheval, c'est que on n'est pas dans une équivalence symbolique entre le bœuf et le cheval. Et qu'il y a des gens qui mangent du bœuf et mangent pas de cheval. Oui. Mais ça, nous reviendrons sur la question du cheval pour Vendry tout à l'heure. Moi, je voudrais revenir sur la question tout de même à la fois justement économique et symbolique. Vous les avez connus très bien, vous, René Laporte, les Spanghero. Leurs larmes n'étaient pas feintes quand ils ont dit tout d'un coup notre nom est sali, parce qu'après tout, nous, champions de rugby et champions au fond d'un commerce fondé de toutes pièces et qui a fonctionné jusqu'à il n'y a pas si longtemps sous leur nom et leur propriété. Voilà, notre honneur est sali. C'est sérieux, les affaires de nourriture, de nutrition et de nom. Non, je peux vous assurer que quand vous voyez Laurent... Vous avez été proche de Laurent Spanghero, par exemple. Vous voyez Laurent Spanghero, que je connais bien puisque je travaillais 10 ans avec lui, effectivement, pleurer à la télévision, c'est que c'est profond parce que c'est son nom qui est touché, c'est sa famille qui est touchée, alors que il a monté cette affaire-là il y a 40 ans, qu'il a mené une affaire à 300-400 employés et salariés à Castelnaudary, qui est quand même un des gros employeurs de la région. Donc c'est pas fin, et c'est surtout de voir que cette entreprise s'est peut-être permis des choses, mais là la justice le dira, on peut pas en dire plus, qui n'était pas certainement dans les habitudes de la famille Spanghero et de Laurent Spanghero et de ses frères. Ça, c'est certain. Et donc, je voudrais, à l'occasion, vous me donnez l'occasion de leur rendre hommage et de dire que les pauvres, ils y sont pour rien. Ouais. Et que alors, ils y sont pour rien. Mais en revanche, ce qui est intéressant, voilà, c'est l'histoire, après tout, de cette entreprise, qui est une parmi d'autres, sans doute symptomatique de ce que l'on est en train de montrer du doigt. Après tout, c'est-à-dire le coût et la non-rentabilité aujourd'hui de la filière viande française, qui, au fond, a conduit les Spanghero à vendre leur entreprise, qui aujourd'hui produit ce qu'elle produit. Tout de même, est-ce qu'on peut avoir comme cela un exemple de fait de cette histoire-là? Pourquoi ont-ils vendu? Ils ont vendu parce que la famille était déjà, enfin les fondateurs. Laurent était, je vais dire,
un âge qui Oui. lui permettait effectivement de se retirer, mais surtout parce que la société connaissait peut-être quelques difficultés, parce que les activités de Spanghero étaient doubles. Il y avait une activité d'abattage et une activité de plat cuisiné. Voilà, alors et notamment qui reprend aujourd'hui de Cassoulet qui est, j'allais dire, un peu le fleuron de l'affaire Spanghero. Mais la partie abattage connaît des difficultés. C'est un secteur qui, de toute façon, en France, et même en Europe, c'est tellement le secteur le plus difficile dans la filière, parce que c'est une activité qui est peu rentable, qui a besoin de se concentrer, malgré qu'on dise qu'il faille des abattoirs de proximité, et donc il y avait quelques difficultés, et c'est la raison pour laquelle il était possible de vendre, de permettre aussi une certaine rationalisation de l'abattage dans la région. Je voudrais qu'on termine cette première partie. Nous avons retrouvé, et j'espère que la liaison sera meilleure avec France Bleu Toulouse, Jean-Pierre Poulain. Pourquoi avez-vous dit, vous Jean-Pierre Poulain, dans la dépêche du midi du 17 février, d'hier, on nous rejoue un épisode de La Vache Folle? Ah, c'était l'importance médiatique de la question. C'est bien sûr nécessaire de traiter cette question, mais on a une hyper présence de cette question avec de temps en temps une exagération. Puisque vous avez écrit et êtes l'auteur de ce dictionnaire des cultures alimentaires, est-ce qu'on n'est pas au cœur, à travers bien sûr cette affaire qui après tout n'a pas fait de mort, rappelons-le, avec un vocabulaire assez étrange, des lasagnes contaminées à la viande de cheval, est-ce qu'on n'est pas tout de même au fond au cœur de quelque chose qui serait assez schizophrène? On croit manger les lasagnes de mamie en achetant un plat congelé avec des petits carreaux rouges sur l'emballage, on croit manger des choses tout à fait artisanales qui ne le sont pas, et parallèlement à cela, on s'investit, on fantasme sur, regardez, c'est aujourd'hui par exemple qu'on dévoile les nouveaux étoilés de la carte Michelin, étrange une que celle de la dépêche du midi, Spanghero en haut, Soulanger mais pas rassuré, et puis Grand Sud, la carte des étoilés Michelin, édition 2013, révèle qu'il y a plus de 40 chefs étoilés dans la région. Et la gastronomie, la nourriture, c'est une affaire sérieuse. C'est pas qu'une affaire de... On aime la nourriture que l'on ne peut pas se payer, et on croit aimer celle qui est pas chère et qu'on peut se payer. Je le prendrai pas comme ça. Quand je disais c'est une affaire sérieuse parce que c'est une affaire dans laquelle il suffit pas de mettre des carreaux blancs, et par moment le marketing fait un travail un peu gros doigt ou grossier dans la façon de fonctionner. Les aliments, ça se réduit pas à une dimension sanitaire. La dimension sanitaire est essentielle. Mais c'est quelque chose qui engage un rapport de confiance en permanence. Je ne peux pas manger si je suis pas en rapport de confiance. Et donc, cette dimension-là, il faut la percevoir complètement. Et cette dimension, elle a une infrastructure symbolique. Si j'ai un sentiment de tromperie immense, c'est parce que on est sur un aliment particulier qui est en partie sorti de l'ordre du mangeable pour un certain nombre de nos contemporains, et qui ne pensent pas du tout manger ce produit-là quand ils achètent les fameuses lasagnes. Oui, mais c'est un effet, cela dit, d'inversion permanent. Vous dites bien dans votre dictionnaire, vous, Jean-Pierre Poulain, qu'à une époque, au contraire, on préférait, quand les grandes surfaces se sont développées, aller en grande surface, parce que le petit commerçant, le petit boucher, il nous arnaquait un petit peu, c'était un voleur. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui s'est passé dans les années 60-70. Lorsque les grandes surfaces sont apparues, on avait le sentiment que, par contraste, le commerçant qui appuyait sur la balance, ou le commerçant qui vendait très cher, parce qu'on voyait les écarts ici qui apparaissaient très nettement, et donc il y a une période où le petit commerçant, je suis né dans ce milieu-là, est regardé par le consommateur un peu comme un voleur, et ceux qui ont le beau rôle, c'est les supermarchés. Allez, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Il y a quelques années déjà, la Commission européenne a financé une étude importante menée conjointement dans 6 pays européens sur, je cite, « les conditions sociales et institutionnelles de la production de la confiance dans les aliments ». Oui, parce que la confiance, elle aussi, est affaire de production. Il en ressortait, de cette étude, que le creusement permanent des distances entre le producteur et le consommateur, la multiplication entre eux des intermédiaires, commençait à poser un sérieux problème de traçabilité.
L'étude planchait notamment sur les conséquences de l'épidémie de la vache folle qui avait fait s'effondrer la consommation de viande bovine, on s'en souvient, dans toute l'Europe. Dès cette époque, cette étude, dont les résultats sont parus sous le titre Trust in Food, témoignait de la montée de la méfiance des consommateurs européens envers les viandes qu'on leur vend, et tout particulièrement lorsqu'elles sont transformées par l'industrie alimentaire à des fins de mise en conserve. Il est assez probable que ce qui est en train de se passer autour du Lasagne Gate ne va pas arranger les choses de ce côté-là, car enfin, s'il ne s'agissait que de l'achat par l'importateur français Spanghero de 42 tonnes de viande de cheval achetée à une société néerlandaise, Drap Trading, qui se les serait procurées en Roumanie et les aurait revendues à la société française de surgelés Comigel, laquelle les a fournies au géant alimentaire Findus, ce ne serait pas trop grave, sauf pour Findus. L'entreprise risque en effet de voir l'image de sa marque dévastée par l'affaire alors qu'elle n'y est pour rien. Après tout, il y a 30 ou 40 ans, la viande de cheval, réputée riche en fer, était recommandée pour l'alimentation des enfants anémiés. Il n'y a que les Anglais, fous de chevaux au point d'avoir un temps modelé la carrosserie de leurs superbes automobiles, souvenez-vous marque des Jaguars et des Triumph des années 60, sur la musculation du meilleur ami de l'homme, pour avoir fait de la consommation de sa viande un tabou culturel. À l'usage des touristes se rendant à Londres, je signale l'existence à Park Lane d'un superbe monument célébrant la bravoure animale durant les guerres. C'est vrai, il est immense, intitulé Animals in War Memorial, à la mémoire des millions de chevaux, d'ânes et de chiens tombés en victimes collatérales de la folie des hommes. Mais il ne s'agit pas seulement d'une affaire de lasagne dont la viande de bœuf aurait été remplacée par une viande de cheval moins chère. Le scandale alimentaire risque de se transformer en crise sanitaire. La presse étrangère, le quotidien suisse Le Temps par exemple, insiste sur le fait qu'un anti-inflammatoire nocif pour l'homme, le phénylbutazone, a été découvert dans les carcasses de cheval envoyées par des abattoirs britanniques en France. On y lit aussi que le directeur de la société chypriote Drap, dont je parlais tout à l'heure, Jan Fazen, a été condamné à 1 an de prison en janvier de l'an dernier pour avoir fait passer pour du bœuf halal de la viande de cheval importée d'Amérique latine. Le journaliste Fabrice Nicolino, qui avait signé, on s'en souvient, il y a peu de temps, ce pamphlet contre l'industrie de la viande intitulé Bidoche, dénonce la gestion de cette crise par les pouvoirs publics. On jette en pâture Spanghero à l'opinion, estime-t-il sur rue 89, pour mieux dissimuler le vrai scandale. Je le cite, « Un système verrouillé de cogestion de la filière par le ministère de l'Agriculture, la FNSEA et les industriels de l'agroalimentaire, et de rappeler que ce fameux minerai de viande, où sont broyés pêle-mêle les morceaux les moins appétissants des animaux qu'on tue, avant, on n'osait pas en faire de la bouffe pour chat. Aujourd'hui, se retrouve dans nos plats cuisinés. Selon Nicolino, le prochain scandale s'appelle staphylocoque doré résistant à la méticilline ou SARM. C'est une bactérie mutante qui se retrouve dans nombre d'élevages porcins et qui aurait tué plusieurs dizaines de milliers de personnes aux États-Unis. Une bombe sanitaire autrement angoissante que la viande de cheval roumaine, conclut Nicolino. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Oula, je vous ai dit froncer les sourcils à 2 ou 3 reprises, René Laporte. Bah écoutez, sur le dernier point que votre chroniqueur Brice Couturier vient d'aborder, bon, faudrait pas que cette crise tourne, j'allais dire, à la catastrophe, et que certains oiseaux de mauvais augure ressortent un peu les discours tous des empoisonneurs, vous nous vendez que de la merde, on l'a entendu sur certaines antennes. Bon, Fabrice Nicolino, je connais. Il dit des choses intéressantes de temps en temps, mais j'allais presque dire que, à force de dire parfois presque des mensonges, il pourrait empoisonner aussi les médias, l'opinion, et que les empoisonneurs, ils sont pas tous du côté des industriels. Jean-Pierre Poulain, à Toulouse, sur la chronique de Brice Couturier. Alors, le programme de recherche Trust in Food est un programme extrêmement intéressant parce qu'il mettait effectivement en évidence que l'étirement des filières transformait les modalités de construction de la confiance. 1960, vous allez au marché acheter un poulet. Le poulet, vous avez vous-même des manières de repérer des signes de qualité. Puis la personne que vous avez en face de vous, vous la connaissez. Moi, je me rappelle le marché de Tulle, ma grand-mère
acheter au marché à quelqu'un qu'elle connaissait, avec qui elle avait été à l'école. Et moi, j'étais à l'école avec le petit-fils. Et donc, cet acte commercial était encadré par des codes d'honneur. C'est-à-dire des codes professionnels, et les gens se regardaient dans les yeux, et si le poulet avait pas été bon, le samedi d'après, eh bien, on s'en expliquait. Et lorsque on étire les filières, et que le consommateur, celui qui mange, devient une abstraction, parce qu'on vend un produit à quelqu'un qui revend un produit, etc. Alors on peut se dire, bon, ben, le bœuf, le cheval, c'est pareil. Si vous avez la personne en face de vous, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors, la manière de construire la confiance, parce que on ne peut manger que dans un rapport de confiance. La manière de construire la confiance a évolué. La traçabilité en fait partie, il y a les labels, les dispositifs de marque. Et on est aujourd'hui ici face à une crise qui nous invite à regarder ces dispositifs et regarder également la façon dont les choses ont changé. Et dans cette manière de construire la confiance, eh bien, la dimension, on va dire, technico-scientifique a pris le pas. C'est pas tout à fait insensé. Et cette crise nous rappelle que manger est aussi quelque chose qui s'inscrit dans l'ordre symbolique. Mais Jean-Pierre Poulain, est-ce que au-delà, au fond de la critique qui se fait jour sur ce que serait au fond à nouveau, Philippe Manière y faisait allusion, les maléfices de la mondialisation jusque dans nos assiettes. Est-ce que au-delà de la crise de confiance, il n'y a pas quelque chose de plus sourd qui n'a pas été forcément très commenté? Moi, j'aimerais savoir si vous avez un avis là-dessus, et vous aussi, René Laporte. C'est qu'au fond, c'est quand même que ces plats en question, les findus, les lasagnes au soi-disant bœuf, sont des plats qui ne sont pas chers, qui sont consommés en masse par des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui ne peuvent pas aller chez le boucher se payer les bons poulets fermiers à 25 ou 30 euros le kilo, les bonnes entrecôtes de bœuf qui coûtent très cher. Est-ce qu'il n'y a pas au moins dans cette marque de confiance-là l'idée que on se dit en plus que les pauvres, après tout, c'est pas bien grave de savoir ce qu'ils mangent? Y compris si c'est de la merde, comme disent les autres en parlant du minerai, justement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même qui, là, sur la société aujourd'hui, est complexe? Après tout, les gens de peu qui sur le marché avaient ce rapport de confiance avec des gens qui pouvaient leur vendre des produits pas trop chers, où il y avait une négociation éventuellement sur même ce qu'on appellerait le produit qui est un peu passé, mais qu'on peut encore manger, qui est moins cher. Là, c'est quand même quelque chose qui est redoutable sur la confiance dont vous parlez. C'est pas cher, c'est pas bon, mais on peut manger que ça. Alors, on va nuancer cette affaire, parce que le consommateur de poulet à label choisi avec soin le samedi au supermarché ou au marché, c'est le même qui consomme des lasagnes. Mais le dispositif, c'est le même. Il y a aussi ce que vous décrivez. Ouais. Mais faut pas croire que sur les plats cuisinés, les dispositifs de confiance et les dispositifs d'analyse des consommateurs ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on voit le même personne qui est très attentive au poulet rôti, qu'elle va faire rôtir, à le choisir en label, et qui va acheter des plats cuisinés au poulet sans se poser du tout la question de l'origine de la matière première. Parce que la façon de construire la confiance est une autre manière de construire, et que dans ce cas-là, la marque a un poids considérable. Je pense qu'on ne peut pas réduire cette question à la question de gens qui seraient condamnés à manger les lasagnes parce que c'est pas cher. C'est quelque chose qui renvoie à des façons de construire la qualité et de la regarder de façon différente. René Laporte. Oui, je crois que, pour compléter ce que dit le professeur Poulain, il y a une différence entre le produit brut et le produit transformé. Vous allez en boucherie, que ce soit une grande surface, ou que ce soit votre boucher, ou que ce soit même un restaurant, vous mangez le produit brut. Vous achetez de la viande, un beefsteak, vous achetez un poulet, vous le voyez, vous pouvez juger. Le plat transformé, les plats cuisinés sont des produits transformés. Donc c'est un assemblage, alors on peut reprendre les lasagnes avec de la pâte, de la viande, c'est cuit, ou semi-cuit, en plus c'est surgelé, donc visuellement vous ne voyez rien. Et c'est là où je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est que pour ces produits-là, l'industrie a une obligation de transparence, c'est-à-dire qu'elle doit dire ce qu'elle utilise, elle doit vérifier, elle doit garantir le produit, parce que le consommateur n'a plus aucun élément visuel,
au moment où il achète le produit. Donc il achète effectivement sur la confiance d'une marque, mais bon, on a vu que la marque couvre un certain nombre de choses, mais peut-être ne garantit pas tout. Donc, si j'avais un conseil à donner aux industriels qui sont intéressés par cette affaire-là, c'est que pour tout ce qui est produit transformé, ce qui est conserve, c'est-à-dire quelque chose que le consommateur ne voit pas quand il achète, et il ne voit le produit que quand il l'a fait cuire, quand il l'a décongelé, si c'est un produit surgelé, là, il y a tout un travail de précision. Il faut apporter des éléments au consommateur. Brice Couturier. Moi, en tant que consommateur de viande, j'observe un écart de prix de plus en plus saisissant entre la viande de boucherie, dont on me garantit qu'elle est de très bonne qualité, et puis ce que je peux trouver en surgelé ou dans un supermarché. Je vois cette citation de Jocelyne Porcher, qui est une ancienne éleveuse chargée de recherche aujourd'hui à l'INRA, qui disait dans Le Point, le numéro spécial du Point qui s'appelait Viande, la nouvelle guerre de religion, qui est excellent, elle disait la chose suivante: les élevages sont devenus des usines à viande, et l'animal gavé d'antibiotiques une matière première au service de la rentabilisation. La question, c'est que pour en finir avec l'élevage intensif industriel, ça a un coût. Marc le disait tout à l'heure, le consommateur qui voit en ce moment ses revenus baisser, notamment sous l'effet de l'alourdissement permanent des charges et des impôts, est-ce qu'il est assumé le coût que lui propose le boucher, plutôt que de se tourner vers le supermarché où il pourra avoir effectivement du poulet aux hormones et de la viande bourrée d'antibiotiques? Prenez la porte. Alors, peut-être deux éléments. Il y a une différence effectivement entre la viande vendue en boucherie, qui sont des morceaux nobles. Les coûts s'écartent sur un effet de ciseau, j'observe d'année en année. Il faut admettre qu'il y a là aussi deux types de viande. Il y a la viande en l'état, ce qu'on appelle la viande de boucherie, qui est vendue pour être poêlée, grillée. Ce sont les morceaux nobles, Et puis il y a effectivement la viande qui est par exemple utilisée pour faire du steak haché, qui sont les avandes de bœuf par exemple, qui sont beaucoup moins chères et qui permettent de transformer et de mettre des protéines animales sous forme de steak haché, effectivement à la disposition de populations qui ont des revenus moins élevés. Bon, ça c'est peut-être le premier point. Le deuxième, on a intensifié l'élevage. Alors certains disent l'élevage industriel, depuis les années 50 à aujourd'hui. On n'élève pas les animaux comme on les élevait il y a 50 ans. Gavé d'antibiotiques. Vous savez, c'est vrai que les poules européennes disposent d'un espace correspondant à une feuille A4, 550 cm². Je connais parfaitement la surface. Et qui sont dans le noir en permanence, dans des conditions de détresse psychologique et physique, qui génèrent de la violence entre elles et même du cannibalisme. Je cite c'est des extraits du livre d'Amérique Caron. Je connais Amérique Caron, j'ai lu son livre, et on a eu quelquefois l'occasion de débattre. Je reviens. On a intensifié effectivement l'élevage. On l'a modernisé. On ne peut pas élever les animaux. Utiliser le terme industrialisé si vous voulez, mais industriel n'est pas un gros mot quand même, même pour l'élevage. Bon, simplement, il faut effectivement regarder si les conditions dans lesquelles on élève les animaux les contraignent au point de les faire souffrir. Bon, ça, il y a un certain nombre d'éléments. Et puisque vous évoquez les poules pondeuses avec la feuille A4, on a effectivement généralisé les poules en batterie dans les années 70-80. Aujourd'hui, 60% à 65% des poules sont encore en batterie. On est déjà revenu, il y a 35% des poules qui sont en bio. Parcours, d'ailleurs, vous savez que les œufs sont étiquetés. Et je peux vous dire que cet étiquetage qui est très bien, puisqu'on sait si c'est du bio, si c'est des poules en plein air, si c'est des parcours ou si c'est des poules en batterie. On pensait qu'effectivement le consommateur allait juger et dire écoutez, non, je ne peux pas acheter des œufs de poules qui sont en batterie, donc je vais acheter que des œufs. Donc ça serait la fin des batteries. Le consommateur, il arbitre aussi le prix. Et pour l'instant, le consommateur continue à acheter 60 à 70% d'œufs qui sont faits en batterie. Bon, donc ça, c'est un élément. Et l'intensification que j'évoquais tout à l'heure a permis aussi d'amener le produit viande, le lait aussi, à des prix qui restent compétitifs. Sinon, la viande serait un luxe. Et elle était un luxe dans les années 50, dans les années début du siècle. Est-ce que Jean-Pierre Poulain, du coup, n'est pas aussi, au fond, pris dans un drôle de piège où il y a déjà depuis quelques temps, au fond, une espèce d'idéologie qui parle de l'aliment comme d'un alicament, et que tout d'un coup, au fond, ces affaires-là d'industrie alimentaire et de fraude, de mauvais étiquetage de viande sur une autre, met à mal cette espèce de nouvelle croyance, au fond aussi. Vous racontez comment les modes vont et viennent sur la question nutritionnelle, mais que voilà.
on est dans la période de l'alicament et du super bio, et voilà que on nous fait prendre du cheval pour du bœuf. Oui. Vous mettez le point sur deux choses. Il y a effectivement une espèce de nutritionnalisation de l'alimentation. Et puis, vous avez utilisé dans la même foulée l'idée du bio. Il y a effectivement quelque chose qui... ce que je voulais dire l'autre fois on nous rejoue un épisode de La Vache Folle, ou il se rejoue un épisode de La Vache Folle, c'est que à travers le problème qui est mis sur le devant de la scène, en fin de compte, on découvre tout un monde de la production, de la transformation, de la distribution, qui était absolument inconnu de la part des consommateurs. Mais parce qu'on ne voulait pas le voir, c'est un peu cachez-moi cette industrie que je ne veux pas voir, et je veux toujours croire au fond qu'il y a une bonne fermière dans son coin qui me prépare mes lasagnes. Oui, en partie, oui. Mais c'est aussi des conséquences de transformation de la société, d'urbanisation. Lorsque je vis à la campagne, je vois le rythme des saisons, je vois les animaux, je vois les choses. C'est des éléments qui ont transformé considérablement, par exemple, le rapport aux animaux des urbains. Entre, d'un côté, les animaux de compagnie qui s'anthropomorphisent, et de l'autre côté, les animaux sauvages qui s'idéalisent. Regardez Jean-Jacques Hano qui nous fait l'ours. L'ours, il nous apprend à nous, les hommes. Et aujourd'hui, Walt Disney sort le chimpanzé. Oui, alors on a cette dimension-là, mais 2 secondes quand même sur l'ours. Il nous apprend à nous, il nous donne à nous, les hommes, des leçons d'éthique naturelle. C'est-à-dire qu'il y a un renversement ici qui s'opère, des rapports historique et classique de la hiérarchie des hommes et des animaux. L'homme étant une espèce d'administrateur de la société, la nature, et ayant pour obligation de traiter les animaux correctement. Mais on a ici dans ces phénomènes d'anthropomorphisation et d'idéalisation, en fin de compte, une très grande difficulté à penser l'animal de rente et l'animal de production. Et compte tenu des effets de transformation d'échelle, c'est des choses qui sont absolument impensables pour le consommateur urbain qui est pas proche de ces filières. Et d'autant plus que le salon d'agriculture va lui donner une vision assez idéalisée. Oui. Avec peut-être un peu mouvementée, cela dit, cette année, qui sait. Alors ça pourrait arriver, Mais en règle générale, la mise en scène de l'agriculture est une mise en scène assez traditionnelle. Mais est-ce qu'encore une fois aussi, je sais que vous avez beaucoup parlé des aversions, de tendances, de mode, après tout, encore une fois, rappelons-nous que nous avons entendu l'expression de ce que ces lasagnes Findus étaient contaminées par de la viande de cheval, viande de cheval qui, moi, m'a contaminé quand j'étais petit, puisque ma maman obéissait à l'injonction qu'il faut bien manger du cheval au moins une fois par semaine. On a vécu la même chose. Et voici que ces Findus contaminés, on envisage éventuellement, en tout cas ils ont été réclamés par les restaurants du cœur, par les petites sœurs des pauvres, par un nombre d'associations qui ont besoin de nourrir des gens. Alors, comment va-t-on s'y prendre à la fois entre les pouvoirs publics et les associations pour dire que cette viande qui au fond est dégueulasse, ces lasagnes qui ne sont vraiment pas bons, on va les donner... Il faut les donner aux associations caritatives. Alors, on a peut-être raté, ou les industriels ont peut-être raté un coche absolument extraordinaire. Il y avait à disposition des volumes de viande relativement importants qui présentent un certain nombre de qualités. C'est pas rien, c'est genre 4 millions de portions, je crois. Hein. Alors oui, j'avais élargi la question. C'est le chiffre qui a été donné. Bon, alors il y a 2 dimensions. Il y a effectivement qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et s'il y a des gens qui sont prêts à manger du cheval, il n'y a aucune raison de les en priver. Et il y avait un deuxième élément qui était une réflexion plus large, qui consistait à dire on a probablement raté un coche, qui est celui de mettre sur le marché, en faisant la promotion, mais d'une façon tout à fait transparente, des produits à base de cheval. Rappelons-nous... Il faut réétiqueter toutes les boîtes Findus, du coup. Oui, je crois que vous focalisez sur les boîtes qui existent. Hein. Ben non, mais je voulais simplement faire un rappel. Quand la viande de cheval est l'objet d'une consommation au milieu du 19e siècle, parce que jusqu'à ce moment-là, elle est consommée que dans des conditions très très particulières. Eh bien, au milieu du 19e siècle, les vétérinaires, la Société protectrice des animaux vont faire la promotion de la consommation de la viande du cheval et convergent vers la consommation de la viande du cheval plusieurs événements. Le fait de traiter les animaux en fin de vie correctement plutôt que de les laisser tomber sous la charge, et ensuite
cette lecture nutritionnelle que cette viande est bonne à la consommation. Et on va accompagner, si on a mangé, vous et moi, du steak de cheval une fois par semaine, Délicieux. dans les années 60, et c'était bon, absolument, c'est parce que ça a accompagné la mécanisation de l'agriculture, ça a accompagné la diminution du cheptel en France, et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé en France dans les années 50 est en train de se passer en Europe de l'Est. Alors il y aurait eu une opportunité qui était de faire la promotion de cette viande de cheval et de l'appeler comme du cheval et de dire elle est intéressante. Mais on est au cœur du scandale parce qu'on est ici dans quelque chose qui relève de la fraude, relève du maquillage. René Laporte. Oui, sur la question de l'aide alimentaire, de l'utilisation des plats qui ont été retirés, bon, effectivement, on dit il y a 4 millions de portions qui sont disponibles, qui ne posent aucun problème sur le plan sanitaire, sur lequel il y a ce problème que c'est de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf. Personne n'en est mort. Personne n'en mourra, soyons clairs. Moi, je pense que les marques qui sont concernées s'honoreraient de financer effectivement la mise à disposition de ces produits aux banques alimentaires et autres. Ça me paraîtrait intéressant. Alors il paraît qu'il y a un problème une bonne effectivement. Communication de crise en tout cas. C'est peut-être aussi la moindre des choses. C'est un des conseils que je leur donne. Mais écoutez, surtout que je crois qu'il faut réétiqueter effectivement les produits parce que on ne peut pas mettre à la disposition même d'un consommateur à qui on les donne un produit qui n'est pas étiqueté correctement. Bon, enfin, s'il faut rajouter simplement lasagne à base avec viande de cheval, je pense que ceci est possible. Mais je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué le professeur Poulain. Effectivement, le cheval, est un produit pour lequel on pourrait faire de la publicité, mais pour lequel il y a une éthique qui se pose. Est-ce qu'il faut manger du cheval pour manger du cheval? Et vous savez qu'on a un débat, même en France, là-dessus, puisque la Fondation Brigitte Bardot voudrait faire du cheval un animal de compagnie pour que on ne puisse plus l'abattre et le manger. Mais je voudrais une petite anecdote là-dessus. Les États-Unis, en 2006, sur la pression des mouvements de défense des animaux, ont interdit l'abattage du cheval aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Des chevaux qui sont dans les fermes, qui attendent leur faim, mal soignés, pas de traitement vétérinaire parce que ça coûte cher, ainsi de suite, ou alors transportés au Mexique ou au Canada pour être abattus. 4 ans après, les États-Unis ont réinstauré l'abattage des chevaux parce que la société de protection animale qui avait lancé ce mouvement, qui s'appelle PETA, sa présidente a dit, écoutez, la somme des souffrances qu'on leur a fait subir depuis qu'on a arrêté l'abattage est bien supérieure à la souffrance qui pourrait effectivement résulter de l'abattage. Donc je crois que la valorisation du cheval passe effectivement par l'abattage et la consommation par les hommes de sa viande. Elle passe notamment par les maîtres restaurateurs, comme celui qui est allé voir Tanguy Bloom. Et oui, nous ne reculons devant aucun sacrifice, nous, dans les matins de France Culture. Tanguy Bloom s'est rendu au 13 rue Chapon, dans le 3e arrondissement de Paris, dans un restaurant réputé, le Taxi Jaune. Et voici donc son maître restaurateur Otis Lébert qui explique au fond en quoi la viande de cheval est différente et pourquoi il aime la cuisiner. Otis Lébert, au micro de Tanguy Bloom. Il y a une finesse dans la viande de cheval qu'on ne retrouve pas réellement dans la viande de bœuf. Après, effectivement, le gras du cheval est peut-être plus fort que le gras du bœuf. Moi, j'aime bien. Vous préparez quoi, là? Là, une entrecôte de cheval. Simplement grillée avec des légumes de saison. Et puis à côté, j'ai du cœur de cheval, par contre. Là, effectivement, le cœur, j'invite beaucoup de gens et beaucoup de mes clients qui passent le pied de la porte à goûter. Ça ressemble un petit peu au gésier de canard, si vous voulez. Ça a une texture, c'est assez fibreuse. Moi, je le fais rosé, donc c'est très tendre. Il n'y a pas ce côté fort et écœurant d'un abat. Je sers ça avec un beurre de Réfort. Donc c'est simplement poêlé et petits légumes tout autour, des légumes de saison. Là, on est sur du navet, du topinambour, un peu de vitelotte, tout simple. Juste goûter ce genre de viande, c'est incroyable. Et d'où vient donc-elle cette viande Otis Lébert? J'aime travailler cette viande. Mon métier, je le fais, voilà, je suis pas là pour provoquer en faisant de la viande de cheval. Je suis là juste parce que, voilà, je trouve ça très intéressant. Je reçois des carcasses entières. Je me fais livrer. Les carcasses viennent de Belgique parce que c'est du cheval belge. Voilà, on est à la frontière de l'île et de la Belgique. J'ai une livraison tous les mois de viande. Pourquoi est-ce qu'on mange aussi peu de cheval en France? Déjà, d'une part, on a de moins en moins de boucheries chevalines. Ensuite, alors pourquoi il y a moins de boucheries? Forcément parce qu'il y a peut-être moins de gens qui ont
de jeunes bouchers qui ont fait un apprentissage par rapport à cette viande, je pense que ça va changer. Et après, effectivement, les gens se posent peut-être la question de comment est-ce qu'on va cuire cette viande. Mais c'est des raisons d'éducation, en fin de compte. Et puis, effectivement, il y a quand même des régions en France où il y en a quand même plus que d'autres. Vous allez dans le Nord, tout le monde mange du cheval quasiment. Donc, vous avez encore pas mal de boucheries. Vous trouvez même du cheval dans les supermarchés. Ça, c'est commun. Hein. À bientôt. Voilà, Otis Lebert, le taxi jaune à Paris que vous connaissez visiblement, René Laporte. J'ai eu l'occasion de déjeuner. Ouais. Déjeuner. Jean-Pierre Poulain. Oui. Vous mangez du cheval d'ailleurs, vous, avec le patronyme que vous portez? Alors j'en ai mangé toute ma jeunesse, et puis de moins en moins, sans raison très précise. Voilà, je crois que ça fait partie de la dérive de certains aliments qui entrent ou ressortent de l'ordre du mangeable. Brice Couturier. Il faut voir, revenons sur la confiance. On observe quoi qu'on fasse ici pour essayer de calmer l'appréhension des consommateurs, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas encore dans un scandale sanitaire. Cette confiance, elle s'érode. Elle s'érode pourquoi? Parce que le consommateur a le sentiment que les pouvoirs publics, je pense en particulier aux élus locaux, on sait que le secteur agroalimentaire est un important pourvoyeur d'emplois dans un certain nombre de régions françaises, les pouvoirs publics, le ministère de l'Agriculture, l'industrie agroalimentaire, tout ça forme une chaîne qui se tient par la barbichette et que finalement le consommateur est tenu à l'écart d'un certain nombre d'affaires qui pourraient lui faire peur. Il y a des gens qui préconisent, puisque après tout on s'aperçoit que comme les marchés financiers, les marchés agroalimentaires se sont mondialisés, qu'on crée une autorité des marchés alimentaires sur le modèle de l'AMF. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça serait de nature à rassurer un peu le consommateur qui ne comprend plus comment on achète de la viande en Roumanie pour la revendre à Chypre, pour la revendre ensuite de la France, puis à quelqu'un qui a un industriel qui les met en surgelé? René Laporte. Bien, écoutez, je pense que la première des choses, si vous faites le bilan contrôle de la filière financière que vous évoquez et contrôle des filières alimentaires, vous verrez que les filières alimentaires sont surcontrôlées et hyper contrôlées. Bon. Qu'il y ait on vous avait dit la même chose pour la finance et puis vous avez vu ce que ça a donné. Hein. Non, la finance, vous savez, on a encore du mal à savoir quand les capitaux se baladent. Qui a donné l'ordre, où ils vont, dans quel paradis fiscal ça peut aller, ainsi de suite. Je peux vous dire que la viande est beaucoup mieux tracée, puisque même les chevaux ont des puces aux oreilles, les bovins sont identifiés, il y a une traçabilité. Qu'il y ait des failles et des fraudeurs, malheureusement, le monde n'est pas parfait. Mais je pense qu'on arrive à trouver, vous avez vu, en 48 heures, on a trouvé effectivement ce qui s'était passé, comment la viande avait circulé, quels étaient les documents qui l'accompagnaient. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, les documents qui accompagnent la viande, les factures, les bons de livraison, les bons de transport, les documents, alors il n'y a pas de documents douaniers au sein de l'Union européenne puisque nous sommes dans un marché unique, mais il y a des documents fiscaux qui sont des déclarations d'échange de biens, sur lesquels il y a des numéros, et je peux vous dire que quelqu'un qui connaît le secteur, il a vite vu s'il y a une fraude ou pas. Donc, une autorité, si vous le souhaitez, on peut éventuellement évoquer ça, mais elle existe. Il y a une direction générale de l'alimentation et les services vétérinaires, et la filière viande en tant que telle est la plus contrôlée des filières alimentaires. Alors, je termine. Il faudrait peut-être inclure dans la filière viande les fabricants de plats cuisinés, qui sont actuellement un peu dans une zone d'ombre. Donc, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, professionnellement. Pourquoi zone d'ombre historiquement? Enfin, en deux mots, si on peut le résumer. En deux mots, c'est un déficit de quoi? De politique? Non, c'est l'évolution. La viande a de tout temps été contrôlée, les abattoirs, il y a des inspecteurs vétérinaires, les boucheries sont contrôlées, les grandes surfaces sont contrôlées, les restaurants sont contrôlés. Mais à côté, c'est monter une filière de plats cuisinés. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est des produits que le consommateur ne voit pas, puisque c'est du congelé, c'est du surgelé, c'est dans des boîtes. Donc, ça s'est fait un peu en dehors du contrôle des produits bruts. Et je reviens, il faut que les produits transformés rentrent également dans le même schéma, c'est-à-dire qu'ils soient contrôlés de la même manière, parce qu'il s'agit d'alimentation. Ah bah écoutez, c'est bien ce qu'a raconté notamment Claude Zidi, dans Les Loups la Cuisse. Ne cherchez pas midi à 14h, car il y a un point sur lequel tous les Français sont d'accord, il y a la bonne bouffe et la mauvaise bouffe. Il y a restaurant
et restaurant. Je m'explique. Il y a du chemin et Tricatel. Si ce n'est pas clair dans votre esprit, je répète. Il y a du chemin qui donne des étoiles et des fourchettes et Tricatel qui sert de l'essence en guise d'apéritif. Quand on a mal mangé, on n'est pas content, mais on ne peut rien faire. Alors, quelqu'un va le faire pour nous. Et voilà, oui, Tricatel, désormais célèbre grâce à Claude Zidi. Pour terminer, pour conclure, notamment Jean-Pierre Poulain depuis Toulouse, quelles conséquences ce genre comme ça de scandale, qui seront d'ailleurs aussi vite oubliés qu'une bouchée de lasagne au cheval ou au bœuf, laisse tout de même? Moi, je suis fasciné par le grand article rumeur dans votre dictionnaire des cultures alimentaires. C'est-à-dire qu'il va forcément tout de même en rester des traces qui, pendant des générations, relieront des choses absolument invraisemblables, sans doute autour de la viande de cheval, non, ou pas? Comment? Oui, peut-être. On crée une superstition, un précédent, quoi. Non, il n'y a pas de superstition. Les éléments sont là. Mais dans ces crises, c'est le sentiment de découvrir quelque chose, qu'on nous cache quelque chose. Et assez vite, on le voyait avec Brice tout à l'heure, la thèse du complot peut être là. On peut créer des autorités supérieures de contrôle. Regardez, on a contrôlé le Tour de France de façon absolument exceptionnelle. Et ça n'a pas empêché des gens de gagner le Tour de France en utilisant des produits qui étaient des produits interdits. Oui, et qui est de quelqu'un qui, 7 fois, a usurpé le maillot jaune, quand même. Absolument. Donc la question du contrôle, elle est nécessaire, elle est non suffisante. Et ça établit bien les deux jambes de la problématique alimentaire. C'est qu'il y a quelque chose qui renvoie la sécurité d'un appareillage qui vient contrôler ces éléments, et il y a quelque chose qui est d'une autre nature, et qui est la problématique de la confiance. Et la problématique de la confiance, elle s'inscrit dans un système de valeurs, elle s'inscrit dans des éléments qui sont à remettre en cause en cas de problème, et qui attaquent la décision de la personne. Et de ce point de vue-là, eh bien, ce que on pourra retenir, c'est que la presse a fait un travail salutaire, a fait un travail de mise en débat, un travail de mise sur la scène publique de cette question, et les consommateurs ont un rôle important, pas seulement les associations de consommateurs, les gens qui défendent la gastronomie, qui défendent les dimensions culturelles de l'alimentation, et la grande leçon qu'on va retenir, c'est qu'il faut continuer dans une sécurisation de la filière, à travers la sécurité sanitaire, à travers le contrôle des fraudes, mais à travers la prise en compte de ce qu'est la nécessaire confiance entre les consommateurs et les producteurs. Merci à vous, Jean-Pierre Poulain. Je rappelle le dictionnaire des cultures alimentaires au PUF. Je vous encourage à lire le Libération du jour, le grand angle, et notamment sur portrait d'une femme qui défend les chiens et les chats. Et oui, parce qu'on mange encore des chiens et des chats en Chine, et certains veulent protéger leur survie. Un dernier mot pour conclure, René Laporte. Oui, bah écoutez, moi je retiendrai d'abord tous les jeux de mots finalement qui ont été faits sur cette affaire, parce qu'il y en a eu beaucoup et que c'était assez amusant de voir un certain nombre d'illustrations. La deuxième chose quand même qu'il faut retenir, c'est la rapidité avec laquelle elle a été, non pas solutionnée définitivement, mais où on a identifié et retrouvé les points sur lesquels il y avait des problèmes. Et le troisième point, je crois que je l'ai dit assez souvent dans cette émission, il faut mettre les plats cuisinés au même rythme et au même régime que la viande fraîche.